Mais si les gens fuient le dollar, vers quoi se tournent-ils? Est-ce seulement vers les métaux ou les crypto-monnaies? Eh bien, je ne pense pas qu'une grande partie ira dans les crypto-monnaies. Je pense qu'une grande partie retournera simplement vers des monnaies locales ou plus fortes, et ensuite vers l'or. Vous savez, je pense que les banques centrales seront plus enclines à détenir de l'or comme réserve. Mais dans l'ensemble, les gens ne veulent tout simplement pas détenir de dollars américains. Ce n'est pas qu'il faille investir dans autre chose. C'est juste qu'on ne garde pas de dollars. Eh bien, en cas de crise du dollar, à quoi cela ressemblerait-il exactement? Parlons-nous d'hyperinflation. Je veux dire, c'est difficile à imaginer car les États-Unis sont depuis si longtemps le centre financier et économique du monde. Une hyperinflation ou un effondrement monétaire dans un pays comme les États-Unis, c'est très difficile, je suppose, de le comparer à quoi que ce soit que nous ayons déjà vu. Oui. Eh bien, je veux dire, rien ne dure éternellement. Nous avons une quantité énorme de dettes aux États-Unis, et une crise était à peu près inévitable. On entend cela. Powell a dit lors de sa dernière conférence de presse que notre dette suivait une trajectoire insoutenable, mais que le niveau de la dette ne l'était pas. Je pense qu'il a tort. Je pense que le niveau est insoutenable, et nous allons le découvrir. La raison pour laquelle ils doivent maintenir les taux d'intérêt aussi bas, c'est que si les taux se normalisaient, nous ne pourrions pas nous permettre de servir la dette, encore moins de la rembourser. Mais savoir si nous finirons par avoir de l'hyperinflation, vous savez, à la manière de la République de Weimar, je ne sais pas si cela ira jusque-là. C'est possible. Mais je pense qu'il va y avoir une dévaluation considérable du dollar. Et cela signifie que les prix aux États-Unis vont augmenter de manière substantielle, bien plus que ce que nous avons vu ces dernières années. Je pourrais imaginer que le niveau général des prix aux États-Unis double, voire triple. Et cela entraînerait une baisse très importante du niveau de vie des Américains. Mais cela conduirait aussi à une amélioration du niveau de vie des non-Américains. Car à mesure que tout deviendrait plus cher ici, tout deviendrait moins cher ailleurs. Donc, vous savez, le monde a beaucoup à y gagner. Alors, selon vous, où va l'argent intelligent? Je veux dire, s'il y a beaucoup d'argent aux États-Unis et dans le monde, où pensez-vous qu'il est investi? Parce que pendant des décennies, une grande partie a simplement été réinvestie ici, aux États-Unis. Si tout cet argent commence à aller ailleurs par manque de confiance ou, vous savez, parce que les gens pensent comme vous, où placent-ils alors leur argent? Oui, eh bien, je pense que l'argent va sortir des actifs libellés en dollars américains, actions américaines, obligations américaines. Les gens vont rapatrier leur argent et investir localement ou dans d'autres pays, simplement pas aux États-Unis. On peut déjà le constater. L'année dernière, les rendements des actions étrangères ont largement dépassé ceux des actions américaines, et la même chose se produit cette année. Donc je pense que cette tendance a déjà commencé et qu'elle va se poursuivre pendant de nombreuses années, à mesure qu'une grande partie des capitaux entrés aux États-Unis en sortiront. Je constate qu'en raison de certaines turbulences politiques, même des pays alliés comme l'Allemagne envisagent désormais de rapatrier leur or, car ils veulent s'assurer qu'il est en sécurité. Mais dans ce contexte plus large de politiques économiques plus agressives, en particulier de coercition économique, comment cela entre-t-il en jeu? Et puis, surtout avec les tarifs douaniers de Trump, car, pour être honnête,
Je pensais au départ qu'il serait utilisé de manière plus prudente, dans le cadre d'une politique industrielle ciblant certains secteurs afin de développer la compétitivité internationale ou la maturité industrielle. Mais au lieu de cela, les dernières menaces, je crois, visaient des pays européens qui s'étaient opposés à la prise du Groenland par les États-Unis et qui, eux aussi, risquaient de faire face à des tarifs. Oui, encore une fois, ce n'est pas ainsi que j'espérais que cela serait utilisé. Mais comment ça contribue-t-il, selon vous, à fragiliser ou à déclencher une crise du dollar ou une crise de la dette? Oui, je pense que tout cela ne fait qu'aggraver le problème. Je veux dire, les menaces concernant la prise du Groenland ont certainement été un véritable signal d'alarme sur les risques que représente pour le monde la poursuite du financement de l'expansion militaire des États-Unis. Sans l'argent que le monde nous prête, nous ne pourrions pas nous permettre l'armée que nous avons. Et le fait que nous ayons ensuite menacé d'envahir un pays pacifique, simplement parce que nous voulions son territoire, parce que nous pensions qu'il avait une importance stratégique pour les États-Unis, je pense que cela a été une énorme erreur de la part de Trump, tout comme les tarifs douaniers. Donald Trump diabolise le monde entier, affirmant que le monde exploite l'Amérique, profite de l'Amérique, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est vrai, et les droits de douane qu'il impose le sont bien sûr aux Américains, mais ils perturbent le commerce mondial. Ils perturbent les entreprises opérant dans d'autres pays, car ils rendent leurs produits moins abordables pour les Américains en augmentant les prix. Cela montre donc que les États-Unis sont un partenaire commercial peu fiable et que les États-Unis ne devraient pas détenir la monnaie de réserve. Car la raison pour laquelle nous avons ces énormes déficits commerciaux, c'est que nous avons la monnaie de réserve. Je veux dire, c'est un peu le principe, parce que la seule façon de gagner des dollars, c'est d'avoir un excédent avec les États-Unis. Mais cela profite aux États-Unis, car nous n'avons pas à produire toutes ces choses. Nous pouvons les consommer sans faire le travail difficile de les fabriquer. En plus, nous pouvons emprunter beaucoup d'argent sans avoir à l'épargner. Donc tu vois, nous avons la meilleure part du marché. Et je pense que nous sommes sur le point de perdre ce privilège. Je crois que le monde reconnaît enfin que cette relation n'est pas avantageuse pour le reste du monde et qu'il est temps pour eux de passer à autre chose. Et comment voyez-vous avec le temps ce qui se passe lorsqu'il y a autant d'ingérence sur les marchés? Il est raisonnable de s'attendre à ce que les marchés deviennent faussés. Je veux dire, nous continuons à appeler cela du keynésianisme, mais même Keynes, je ne pense pas qu'il aurait prévu ou approuvé cela. Le genre de politique que nous voyons aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le maintien artificiel de taux d'intérêt bas et l'alimentation de toutes ces bulles d'actifs. Je veux dire, même Keynes, et je ne suis en aucun cas keynésien, mais même Keynes pensait qu'il fallait creuser des déficits pendant une récession ou des périodes difficiles et dégager des excédents pendant les périodes prospères afin de rembourser la dette accumulée pendant les mauvais moments. Il n'a jamais prôné une dette perpétuelle. Donc, nous n'avons même plus de politique keynésienne aujourd'hui. Nous avons quelque chose d'encore pire.